Alors, Eliette Abécassis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous avais rencontré d'ailleurs à un petit déjeuner il y a très longtemps, il y a peut-être 4 5 ans, pour un précédent roman. Et je suis ravi de retrouver votre plume pour ce roman, donc Un couple aux éditions Grasset, qui est sorti il y a déjà une petite semaine, 2 petites semaines. Euh, Mhm. je vais déjà commencer par parler de ce roman-là, parce qu'à mon sens, il parle à beaucoup de monde, il parle étrangement à beaucoup de monde. C'est plutôt rare pour un roman de parler à autant de strates, autant de populations, d'amoureux, parce qu'à mon sens, il s'adresse aux amoureux du couple, déjà, qui sont peut-être nombreux, en tout cas peut-être de moins en moins, aux trompés, aux trompeurs et trompeuses, euh, à ceux qui aimeraient tromper, à ceux qui détesteraient l'être, aux amoureux de l'amour, à ceux qui pensent qu'il ne peut pas durer, et ceux qui y croient encore, malgré tout, après peut-être plusieurs échecs. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Eliette Abécassis, le sentiment amoureux, et de manière plus spécifique, la notion de couple? Alors, oui, ça représente à la fois la vie et le roman. C'est pour ça que ça me paraissait évident d'écrire un livre sur le couple parce que c'est la vie. C'est vrai que, comme vous dites, on est tous concernés par la question du couple, on est tous travaillés par cette question, qu'on soit en couple ou qu'on ne le soit pas. Et cette question du couple, c'est une question très romanesque parce que un couple, c'est une aventure et c'est une aventure humaine extraordinaire et c'est peut-être aujourd'hui une des aventures les plus extraordinaires qui soient, en tout cas un couple qui dure. Et en écrivant sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de romans sur les couples, beaucoup d'histoires d'amour. Évidemment, les grands romans sont des romans sur le sentiment amoureux. Euh, et en même temps, je ne connais pas, enfin, il n'y a pas à ma connaissance, un roman sur un couple, sur la durée et sur la très longue durée. Et c'est toujours des histoires de rupture amoureuse ou alors de passion impossible, de couple impossible finalement. Mais un couple possible, c'est pourtant aussi un couple impossible, mais sur la durée. Donc il y a des épreuves et il y a des épreuves qui sont surmontées ou pas. Et c'est une aventure avec tellement de rebondissements que voilà, j'ai voulu m'en emparer avec ma plume de cette aventure. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette écriture qui m'a pris beaucoup de temps, des années, parce que c'est pas simple. Juste, peut-être que si ça n'a jamais été fait, c'est que c'est pas simple. Et en même temps, je me dis aujourd'hui, là, c'est l'histoire donc d'un couple sur 60 ans. Et je me dis aujourd'hui, pour la première fois, peut-être pour la première fois de l'histoire du monde, on voit des couples qui durent 60 ans. Puisque avant, enfin même la génération de mes grands-parents, ils sont décédés plus tôt, vers 70, 75 ans. Les couples n'avaient pas cette longévité-là que les couples ont aujourd'hui grâce au rallongement du temps de la vie pour tout le monde. Et donc, on voit ces couples qui ont 60 ans d'existence ensemble et puis on ne peut pas s'empêcher de les regarder en se disant mais qu'est-ce qui les a fait tenir? Et, euh, et ça suscite beaucoup d'admiration et je le vois aussi par rapport à mes enfants qui sont des adolescents et puis finalement des enfants de cette génération qui est ma génération où on s'est aimé, n'en parlons plus et la vie continue. Et la génération de mes enfants, ça les fait rêver autant que nous qui avons divorcé, enfin pour beaucoup, euh, cette longévité du couple et cette longévité du sentiment, même à l'ère où on a l'impression que les sentiments sont très éphémères. Pourtant, on rêve tous de ça et on se demande quelle est la clé. Alors moi, je n'ai aucune clé parce que j'ai écrit un roman, donc je ne suis pas... souvent, j'ai ces questions, mais alors, c'est quoi la recette? Mais en fait, je n'ai aucune recette. Je l'ai vraiment traité d'un point de vue romanesque, avec un esprit romanesque, c'est-à-dire, voilà, ce qui m'intéressait, c'est de raconter tous ces rebondissements et toute cette aventure, en fait.
Alors justement, beaucoup vous ont lu au tout début de votre carrière aussi. Vous n'avez pas débuté votre carrière par des romans sur le couple, bien au contraire. Mais depuis quelques années, il y a ce changement, peut-être. En tout cas, tous vos écrits, la plupart, parlent du couple, de la famille. Est-ce que le vécu, votre vécu, fait changer d'horizon un écrivain sur ce qu'il écrit fondamentalement? Ah oui, je pense que, comme dit Camus, il faut vivre et témoigner de vivre. Donc, c'est sûr qu'on s'inspire de sa vie, mais aussi de l'air du temps et de l'ambiance de l'époque et des questionnements de l'époque, parce qu'on vient quand même apporter à une réponse romanesque à l'époque. Et c'est ça qui est aussi intéressant quand on écrit. Donc, je pense que c'est autant personnel que quelque chose d'universel. Et puis aussi, j'aime bien, c'est vrai que là, on dirait que je suis un peu dans un cycle de couple, mais j'aime bien changer de style, changer de genre. J'écris des sagas familiales, des thrillers, des romans plus intimistes depuis longtemps. Donc, j'aime bien changer de sujet et même complètement de genre. Et ne pas refaire toujours le même livre, quoi. Et tant mieux. Alors, Ouais. on va parler de ces deux personnages, même si dans le roman, il y a beaucoup de personnages. Il y a quelques personnages, mais il y a quand même un duo et voire un trio qui se détache. On va beaucoup parler de Jules et d'Alice, ces deux personnages qui, dans le premier chapitre, se découvrent sur un banc du jardin du Luxembourg. Ils ont l'air, en tout cas peut-être l'un plus que l'autre, atteints par quelque chose, atteints par une maladie, une perte de mémoire. En tout cas, ils sont vieillissants. Ils ont à peu près 90 ans. On ne sait pas au début, puisqu'on est en 2022, je crois, on ne sait pas au début ce qui les lie, on ne sait pas qui sont-ils. Vous débutez l'histoire en 2022 et donc vous allez créer un roman à rebours en découlant dans le temps ce qui les lie ou ce qui ne les lie plus, ou en tout cas ce qui va les façonner. Comment on décide de ne parler que de deux personnages, entre guillemets, puisqu'ils sont inséparables pendant tout le roman. Vous appelez ça un couple. Le couple est le personnage principal du roman, clairement. Ils sont inséparables. Est-ce que vous vouliez quelque chose d'un quasi huis clos? Absolument. Vous voyez, même dans l'expression un couple, il y a comme une oxymore parce que c'est une unité, et couple, c'est deux, un duo, et en même temps, c'est un. Et j'ai traité le couple comme un seul personnage. C'était ça mon présupposé romanesque, c'est-à-dire qu'en fait, on ne les voit jamais l'un sans l'autre, ni dans d'autres préoccupations que c'est comme si c'était une unité, une entité, même au moment où ils vont complètement défusionner, enfin, où ils vont se disputer jusqu'à la haine. euh, ils sont l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire, je ne les ai pris que dans l'interaction de l'un avec l'autre et dans leur personnalité de couple, puisque un couple, c'est comme si c'était un personnage qui avait une personnalité qui évoluait sur 60 ans, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à la fin, c'est un couple, un personnage amnésique, et puis ça va être un personnage un peu vieillissant, un peu fatigué, et puis ça va être un personnage très passionné et très agité, jusqu'au tout début où c'est les premiers émois amoureux de la jeunesse. Donc c'était ça l'idée, c'était effectivement de les prendre toujours l'un par rapport à l'autre, l'un avec l'autre, comme s'ils n'étaient pas du tout dissociables. C'est intéressant parce que vous dites au début, alors qu'en réalité dans le livre c'est la fin, Oui, cette histoire de rebours qui est pas oui. forcément nouvelle, mais en tout cas comme ça, faite de cette manière-là, j'ai pas l'impression qu'on ait déjà vu un roman ainsi. Comment déjà, comment vous est venue l'idée et surtout, comment on construit un tel roman sans s'en mêler les pinceaux? Parce que Ouais. parfois, on a l'impression que vous vous êtes trompé, mais en réalité, non. On relit constamment chaque chapitre et on se dit, mais non, elle ne s'est pas trompée. C'est exactement ce qu'elle voulait, où elle Ouais, voulait nous amener.
Oui, oui, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Il y a des petites, tout un jeu avec le lecteur parce que c'est vrai que, par exemple, quand ils décident ils cherchent le nom de leur enfant et puis ils disent, bon ben voilà, ça va être Clara et puis il dit, bon ben d'accord, et en fait, on sait très bien que finalement, c'était pas ça et effectivement, c'est pas une erreur, c'est juste qu'en fait, ils ont changé d'avis. Et c'est un vrai jeu de pistes. C'est assez complexe à mettre en route, le fait que ce soit complètement à l'envers. Et je l'ai écrit à l'envers, c'est-à-dire en fait, effectivement, on commence par la fin et on remonte la vie de ce couple. Donc la première scène, c'est ils ont 90 ans et la dernière scène, c'est la scène de la première rencontre. Et puis on a comme ça plein d'étapes de la vie de ce couple au fur et à 14. mesure 14 de chapitres. 14 chapitres, ouais, 14 étapes. Et je me suis inspirée j'ai un film qui m'a beaucoup marqué, c'est 5 x 2 de François Ozon, qui se déroule comme ça à l'envers. Et c'est aussi l'histoire d'un couple, mais pas sur 60 ans, c'est entre le divorce et puis la première rencontre. Et ça commence par le divorce et puis on remonte les étapes. Et puis lui-même, en fait, ce film, je pense, a été inspiré un autre film de Christopher Nolan qui s'appelle Memento, et c'est aussi une histoire qui se déroule complètement à l'envers. Et dans le fait de remonter l'histoire d'un point de vue narratif, c'est fort parce que on pose comme un mystère, plein de questions, et puis les raisons et les réponses viennent au fur et à mesure de tout ce questionnement. Et puis je l'ai fait et ça se justifiait puisque le sujet, c'est le couple sur la durée. Donc je voulais prendre en fait ce regard, ce recul que l'on a sur ces couples que l'on voit aujourd'hui, de nos parents, de nos grands-parents qui ont 90 ans et quand on les regarde, en fait on imagine tout le déroulé de toute leur vie. Donc je voulais avoir voilà, ce regard comme ça rétrospectif sur leur histoire. Et puis, je l'ai écrit à l'envers et puis après, je l'ai repris complètement dans le bon ordre, c'est-à-dire en inversant tous les chapitres pour voir si j'avais pas fait d'erreur. Et je me suis amusée à tricoter quelque chose qui est que c'est un livre qu'on peut lire dans un sens ou dans un autre et ça fonctionne. Et ça, c'était pas évident. En fait, c'est pas évident parce que dans la construction à l'envers, quand par exemple, on présente des personnages et que ces personnages apparaissent pour la première fois, qui sont par exemple les enfants, donc après on les connaît, donc vis-à-vis du lecteur, on n'a pas besoin de les réinstaller. Alors que si on le prend à l'endroit, il fallait faire tout un travail, de retricoter tout un travail pour qu'il puisse se lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, de telle façon à ce que si vous le prenez à l'envers, donc à l'endroit, enfin, c'est-à-dire de la première rencontre à la dernière rencontre, il fonctionne aussi comme ça. Et là, ça a été aussi tout un jeu de pistes assez complexe à mettre en œuvre. Mais je pense que, sans me vanter, il n'y a pas d'autre livre qu'on puisse lire complètement à l'envers et à l'endroit comme un palindrome. Je ne crois pas. Ouais, Je ne crois pas que Et je vais vous dire, il y a une hein? BD qui l'a fait. Il y a une BD, Ah un ouais, album c'est BD, vrai? c'est Malgré tout. Euh, Ouais. je crois que c'est chez, je ne sais plus l'éditeur. Bref, Malgré tout le fait. En effet, on peut le lire à l'endroit comme à l'envers. Mais c'est aussi sur un couple qui vieillit, exactement, voilà. Mais je vous conseille la lecture, vous qui êtes aussi sur la BD en ce moment, je Ouais, crois. absolument. Il y en a un qui le fait, mais en effet, sur le côté romanesque, je pense pas, en tout cas, c'est du jamais vu. Mais vous disiez justement que vous l'aviez écrit à l'envers, c'est-à-dire donc vous avez commencé par 1955 ou par 2022? Alors, j'ai commencé à l'écrire en commençant à la première rencontre en 1955. Et puis après, en cours d'écriture, j'ai eu cette idée du regard rétrospectif. Donc, je l'ai repris à l'envers. Et après, je l'ai à nouveau repris à l'endroit. Et alors, quand j'ai refait le travail de retricoter pour que ça fonctionne des deux côtés, donc, eh bien, je vais vous dire, quand vous le lisez, donc dans le sens que je vous propose, c'est-à-dire en commençant par la fin, enfin, eh bien, et quand on le lit en commençant par le début, donc en 1955, ce n'est pas le même livre.
c'est pas la même histoire. C'est bizarre, hein? C'est pas le même livre, en fait. C'est une expérience intéressante à faire parce que le livre, finalement, ça va être les mêmes personnages, évidemment, il va leur arriver les mêmes choses, évidemment. Mais le livre que vous allez lire, ce n'est pas la même lecture parce que celle de la lecture qui est celle où on commence aujourd'hui, c'est une lecture qui est une lecture tout en suspense. Enfin, je l'ai voulu comme ça, c'est-à-dire je veux qu'on rentre dans cette histoire et puis qu'on soit complètement pris par cette histoire et puis il y a un mystère autour d'une lettre et donc il y a vraiment un suspense. Et quand on le prend de l'autre côté, on est plus dans le déroulé de ce couple, donc on est dans complètement une autre temporalité et un autre rapport de lecture, quoi. Donc voilà, on peut faire son choix. Oui, c'est ça. Alors, je vous conseille de le lire une première fois à l'envers, entre guillemets, dans le sens normal, et ensuite de le relire à l'endroit, parce qu'en effet, c'est ce que j'ai fait, et j'ai trouvé ça assez fabuleux de voir que c'est une question de rythme. J'ai l'impression que Oui, quand on le lit, en tout cas dans le sens correct du roman là, à l'heure actuelle, le rythme est décrescendo, et on part de quelque chose de plutôt nostalgique, négatif, entre guillemets, pour ensuite arriver sur quelque chose de potentiellement beaucoup plus doux. Et ouais. évidemment, on passe enfin, c'est totalement l'inverse dans l'autre sens, ce qui est plus classique. Mais clairement, ce sens-là est admirable et c'est miraculeux d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout. On va parler justement ensuite de cette fin, sans en dévoiler, bien sûr. Mais ce que je voulais d'abord vous poser comme question, c'est cette période de 60 ans, de 2022 à 1955. Donc, on fait les choses de manière déchronologique. Cette période-là de 60 ans, est-ce que c'est un choix particulier, entre guillemets, un choix de génération? C'est à peu près 3 générations, puisque les grands-parents parlent aussi aux petits-enfants au début du livre. Ce choix-là de 60 ans, il est peut-être pas anodin pour vous, mais comment vous avez décidé d'étirer le temps en 200 pages? Vous avez quasiment résumé 60 ans d'une vie avec une justesse incroyable, avec un sens du détail dans une vie qui est assez riche, hein. La vie que vous donnez au personnage est extrêmement riche, 60 ans, et en même temps, c'est très court, on en voudrait 500, c'est évident, mais tout est là, tout est dans les détails. Et ça, c'est surprenant. Donc j'aimerais vraiment que vous nous parliez de cette temporalité-là de 60 ans qui est à la fois riche et à la fois enfin, très étirée et à la fois très réduite, puisqu'il n'y a que 14 chapitres. Ouais, il n'y a que 14 chapitres. C'est vrai qu'on on va, pour 60 ans, on va assez vite. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai voulu que pour qu'on fasse cette traversée du temps, parce que le temps, c'est le troisième personnage de ce couple, c'est le personnage invisible qui est pourtant tout le temps là. Eh bien, il y a des marqueurs d'époque. Et ces marqueurs d'époque et ces époques, en fait, je les ai choisis. Alors, c'est soit des chansons, soit ben, on sait que Mitterrand a été élu. Et puis, il y a évidemment Le mur de Berlin. ouais, le mur de Berlin. Voilà, on va traverser mai 68. Mais ces marqueurs d'époque qui sont des petits, enfin, pour qu'on soit en fait d'emblée, qu'on fasse comme ouais, une machine à remonter le temps et qu'on rentre dans cette machine à remonter le temps, eh bien, c'est des choses assez, des détails très concrets de chaque époque. J'ai essayé aussi que ce soit dans le langage aussi, d'avoir le langage de l'époque. Effectivement, les petits-enfants en 2020, ils ont leur langage et puis en 1950, on parlait autrement. Mais aussi, ce qui m'a intéressé, c'est que chaque époque influence leur relation de couple. Et ça, je pense que c'est très vrai en amour, c'est-à-dire on est influencé par ce que l'époque dit de l'amour et puis par la vision de l'amour qu'a chaque époque. Par exemple, quand ils se rencontrent dans les années 50, c'est une époque assez conservatrice. Donc, Jules, ben, il va tout de suite demander sa fiancée en mariage. Et puis, ils vont traverser les années 60 et puis mai 68, et puis ils ont envie de se libérer. Puis dans les années 80, tout le monde divorce, ils vont vouloir divorcer. Donc, ils sont complètement, c'est-à-dire leur sentiment amoureux est au diapason du sentiment amoureux de leur époque.
et c'est aussi ainsi que l'on va traverser toute cette, bah, c'est une traversée du sentiment par l'époque avec eux. C'est une traversée sociologique aussi sur le rôle des femmes, que ce soit pour la grossesse, que ce soit pour l'avortement, que ce soit sur ces marqueurs sociaux à chaque fois, à chaque époque, comme vous le dites. On traverse aussi la guerre d'Algérie, donc les élections présidentielles, oui, mais la chute du mur de Berlin. Il y a tous ces marqueurs-là qui, sociologiquement et socialement, nous invoquent des choses, nous invoquent des souvenirs. Ouais. C'est aussi pour vous le moment d'intégrer aussi l'évolution d'un couple à travers une époque. Oui, c'est ça. Et comment, effectivement, on est vraiment influencé par la vision du couple et la vision de l'amour qu'à chaque époque. Et cette vision a énormément évolué en 60 ans. Mais alors vraiment, quoi, elle a subi des sacrées secousses parce que c'est vrai que dans les années 70, c'était la liberté. Donc, il y a quand même une grande remise en question du couple. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, où je pense qu'il y a, on le voit à travers les petits-enfants, cette remise en question, non pas de l'amour, comme le disent les sociologues, comme Eva Illouz, je ne pense pas que ce soit la fin de l'amour, mais en tout cas, c'est la fin de l'amour-passion, c'est-à-dire quand on interroge la plus jeune génération, comme je l'ai fait dans mon livre, qui est un essai qui s'appelle De l'âme sœur à Tinder, je me suis posé la question de l'amour hier et aujourd'hui, et les mythes amoureux, eh bien, on voit que effectivement, cette génération ne veut plus souffrir par amour. Peut-être parce que c'est une génération d'enfants de divorcés, ils recherchent plutôt une stabilité ou un idéal justement du couple qui dure. C'est pour ça que je trouve que c'est une génération qui se reconnecte bien avec entre grands-parents et petits-enfants. Et donc tout ça, ça va effectivement influencer leur personnalité de couple et la personnalité de ce personnage de couple qui est forcément influencé par les mœurs de cette époque et tout ce que l'on a traversé entre les années 50 et aujourd'hui, qui est une véritable odyssée à, à écrire et à décrire. Et oui, je me suis amusée à chaque fois on entend, par exemple, oui, l'accouchement avant la péridurale. C'est vrai que ma mère me raconte que c'était une souffrance. On entendait des hurlements dans les salles, dans les hôpitaux, invraisemblables, et des femmes qui disaient, mais tuez-moi, tellement elles avaient mal. Et donc, je me suis intéressée à la façon dont chaque époque vivait un peu dans le quotidien pour se replonger de façon, pour recréer cette vérité de chaque époque, quoi. Et c'est aussi une époque où l'adultère est une faute pénale, un délit pénal. Euh, Ouais, c'est un roman sur l'adultère aussi. Ça aurait pu s'appeler Les adultères d'ailleurs, parce que oui, ça parle évidemment d'un couple, mais pas que. L'adultère fait partie aujourd'hui de nos sociétés de manière extrêmement euh, aisée, on va dire ça ainsi. À l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement grave, notamment pour les femmes. Comment vous voyez les choses par rapport à cette évolution sociale, évidemment, qu'on préfère dans ce sens-là, sur cette liberté, mais c'est aussi un roman sur cette libération de la sexualité. Oui, je pense que c'est ça qui va les influencer, c'est qu'à un moment donné, il y a ce passage où c'est mai 68 et effectivement, ils le vivent parce que c'est cette génération-là où ils ont un peu moins de 30 ans, donc c'est pas des étudiants en mai 68, mais c'est déjà des couples et ils vont être influencés par cette volonté de se libérer y compris du couple, puisque Alice est dans un cortège féministe où les banderoles disaient mariage piège à con. Et donc, c'est ça elle va retenir cette idée et puis avoir envie aussi de se libérer de ce mariage qui est pour elle juste l'image d'un paternalisme conservateur
Et donc, elle va traverser cela et chacun va traverser son époque, sa façon en fait de remettre en cause complètement le couple. Ça fait partie de tous ces rebondissements et les trahisons et comment un couple se surmonte ces trahisons et ça fait partie des rebondissements de ce couple. Et le fait est qu'il y a des ellipses, mais à l'envers, en réalité. Il n'y a pas de mot, hein, je pense, pour définir ce genre d'ellipse temporelle Ouais. à l'inverse. Je ne sais pas s'il y a un mot qui caractérise ça, mais ces ellipses-là, elles sont très intéressantes parce que c'est là où vous générez du suspense, c'est là où vous nous lâchez pas, en fait. C'est impossible de lâcher ce livre. Je suis assez surpris de la manière dont vous l'avez rythmé. J'ai trouvé ça très tourbillonnant. On est parfois perdu. À la fois, on se rattache au dernier chapitre. Moi, vous m'avez totalement emporté, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un roman qui est d'un rythme au-delà de crescendo, c'est-à-dire qu'on est emporté dans la temporalité, on est emporté dans ce couple-là, on s'identifie évidemment pour certains à l'un ou à l'autre, euh, mais au-delà de s'identifier, on a l'impression que c'est un roman vrai, c'est un roman qui parle vraiment à tout le monde, euh, peu importe le bord duquel on est, mais je trouve que vous avez fait un sacré tour de force avec ce rythme-là. Comment vous travaillez le rythme? Est-ce que c'est quelque chose de musical? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a façonné au moment de l'écriture? Ah oui, oui, c'est essentiel. Ça, c'est, vous voyez, ma formation d'écrivain ou mes débuts d'écrivain de thriller. J'ai continué d'ailleurs parce qu'il y a quelques années, j'ai écrit Le Maître du Talmud, qui est aussi un thriller ésotérique médiéval. Et en fait, le roman policier, c'est la meilleure école narrative parce qu'il y a un secret à découvrir. Et donc, en fait, on prend le lecteur au collet comme ça et puis on le lâche pas. C'est plus qu'un page turner, un roman policier. Pour moi, c'est vraiment de plus lâcher. C'est essentiel quand on écrit un livre et encore davantage aujourd'hui où il y a tellement de compétition avec la lecture, d'arriver à tenir le lecteur en haleine et de l'envoûter en quelque sorte, et de telle façon à ce qu'effectivement ils doivent lire, il faut qu'il avance, quoi. Et ça fait partie du pacte romanesque et du job de l'écrivain que de parvenir à le captiver, ce lecteur. Ce qui n'est pas toujours le cas, et notamment sur une notion de couple on connaît tous des romans sur le couple, que ce soit des grands classiques ou aujourd'hui. Au final, peu d'écrivains écrivent sur le couple de manière aussi lucide et vraie que vous l'avez fait. Et vous avez mis le doigt sur quelque chose qui me semble un grand tabou d'aujourd'hui, de nos sociétés contemporaines, c'est c'est les habitudes des couples. C'est-à-dire le fait de ne plus se regarder, de ne plus se toucher, de ne plus se désirer, et vous l'écrivez même, vous écrivez même, c'était surprenant de lire ça, la peur des époux à se retrouver dans le même lit chaque soir. Et on Mhm. entend cette musique, on entend des amis, des proches, on entend cette musique, mais personne n'en parle véritablement. C'est une sorte de grand tabou de la Ouais. société actuelle où les couples, notamment mariés, sont dans cette situation-là, mais considèrent que c'est une habitude, comme à une certaine époque. À une certaine époque, en effet, c'était le cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un tabou dont personne ne veut parler. Oui, oui. Alors ça fait partie vraiment des grandes difficultés pour écrire un livre sur un couple qui dure, parce que effectivement, c'est entouré de tabous et surtout, en fait, de rentrer dans l'intimité d'un couple. Je vous assure, c'est pas simple parce que moi, quand j'écris mes livres, même si c'est des livres très personnels, je mène toujours une petite enquête psychosociologique autour de moi. Par exemple, pour écrire un heureux événement, j'ai beaucoup écouté les mères, les jeunes mères, je suis allée sur des forums. Et donc, je veux savoir en fait ce que vivent les gens dans leur intimité pour arriver à restituer cette vérité romanesque. Et le couple, c'est tellement difficile parce que personne ne va parler
de façon... ça paraît comme impudique en fait de parler de son couple, même si on peut parler de soi, de parler de ce qui se passe vraiment dans un couple, c'est pas simple de savoir ce qu'il y a du côté de l'envers du décor. Et j'ai questionné beaucoup, enfin, de couples comme ça de 60 ans, et puis pour leur demander comment ils ont tenu si longtemps et ce qui se passe dans leur intimité. Et puis les réponses étaient intéressantes, mais c'est vrai que c'est difficile de lever le voile. Et c'est vrai qu'il y a un tabou du couple qui dure, c'est effectivement cette solitude dans le couple. Et puis aussi toutes les petites habitudes, le quotidien en fait. Quelle est l'influence? Parce que un couple traverse sur la durée beaucoup d'épreuves. Et l'épreuve de la passion des premiers émois, et puis de la maternité, parce qu'il y a le moment où ce couple va avoir des enfants, et puis ils commencent à s'appeler papa et maman, et puis ils se déguisent à carnaval pour amuser leurs enfants, et puis il y a des jouets partout, etc. Et donc, c'est plus un couple, enfin, c'est un couple de parents, c'est autre chose, c'est une autre modalité du couple. Et puis ce moment où, en fait, une autre étape du couple, c'est le moment où le couple va se retrouver seul, justement, quand les enfants partent. Quand les enfants arrivent, c'est une épreuve et une étape. Et puis quand les enfants partent, c'est aussi une épreuve. Et il y a l'épreuve, parmi toutes ces épreuves, c'est le quotidien et comment est-ce que un couple vit ensemble et à partir de quel moment chacun est énervé par les habitudes de l'autre. Ça aussi, c'est un tabou et c'est du domaine de l'intimité d'un couple que j'ai voulu aussi restituer dans ce livre. Aurélie parlait tout à l'heure dans la conversation de vision peut-être pessimiste. Alors, je ne sais pas si elle s'adressait à moi ou à vous, mais est-ce qu'au final, on a une vision peut-être pessimiste du couple aujourd'hui par la façon dont notre couple, nos couples ont été aussi façonnés? Est-ce qu'au final, on a une vision peut-être déformée de ce qu'on vit? Euh, une vision déformée de ce qu'on vit comme par rapport à quoi? Comme, Pardon. le couple Ah, le en tant que pessimisme. phénomène. Oui, de pessimisme, oui. Euh, je pense, en tout cas, le livre, il n'est pas pessimiste. Bah, ça dépend si on le lit à Voilà, l'envers c'est ou à ça. l'envers. Donc, le livre, tel qu'il est écrit, il est optimiste. Mais mais je pense que effectivement, on est dans une époque de grande remise en question du couple et qu'il est possible que avec tous ces divorces, effectivement, on ait une vision un peu désabusée du couple tout en ayant, tout en restant enfin, dans cette volonté, de cet idéal, cet espoir que tout le monde partage, je pense, parce que c'est quand même très difficile de rencontrer quelqu'un et de se dire non, non, il n'y a pas d'avenir, on peut le faire, mais c'est autre chose. À ce moment-là, on ne désire pas créer un couple, mais à partir du moment où on veut créer un couple, on ne se dit pas que c'est pour 2 ans, on part de l'hypothèse et de cet idéal optimiste, en tout cas. Après, la vie, et c'est autre chose. Alors, on va revenir sur ces 14 chapitres. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une explication peut-être ces 14 chapitres? Je ne sais pas, mais on se balade entre Venise, l'Algérie, mais surtout beaucoup dans Paris. Et évidemment, pour ceux qui n'y habitent pas, comme moi, clairement, c'est aussi un roman amoureux de cette ville, parce qu'il y a des lieux clés évocateurs de l'amour qui sont fascinants aussi. On voit ces balades, on voit évidemment ce jardin du Luxembourg et tant d'autres, et notamment un café de Flore. Euh, c'est aussi un roman sur Paris aussi. Je trouve que c'est une très belle, un très beau témoignage aussi sur cette ville-là. Mais ces 14 chapitres, alors, comment vous les avez façonnés? Est-ce qu'il y a une explication derrière cette quantité de chapitres? Et surtout de ces différents lieux qui aussi expliquent une certaine vision du couple, puisque tout ne se passe pas au même endroit. Mhm. Alors, 14 chapitres, c'est biblique. Vous savez, Jacob, dans la Bible, dans le mythe de la Bible, a dû travailler pendant 7 ans pour se marier avec sa femme, et puis Rachel. Et puis, en fait, finalement, son beau-père l'a trompé, lui a donné sa sœur Léa. Il a de nouveau dû
travaillé 7 ans pour se marier avec sa femme, 7 ans supplémentaires, 7 plus 7, 14. Et ça, s'il y a un couple mythique amoureux dans la durée, dans la Bible, c'est ce couple-là de Jacob et de Rachel. Et pourtant, combien d'épreuves vont-ils avoir à surmonter et donc c'est voilà c'est cette allusion. Maintenant, j'ai pas noté. Vous avez remarqué que j'ai pas il n'y a pas de numéro de chapitre. Vous les avez comptés. Est-ce que vous êtes un bon élève? Ah, exactement. Je Merci, sentais. je dois numéroter. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en réalité, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule évocation du judaïsme des personnages, une seule Ouais. évocation dans le livre, et en principe, c'est une thématique qui vous est chère, qui est très importante dans votre œuvre. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'elle n'a pas caché d'autres symboles? Est-ce qu'elle n'a pas caché d'autres évocations? Vous Et ben savez. voilà. Ouais, Donc, c'est très caché là. Le judaïsme, il est très caché. D'ailleurs, c'est un des ressorts et un des rebondissements de cette histoire, puisqu'en fait, on ne le sait pas du tout et on peut le deviner à certains petits indices, mais enfin, on ne révélera pas la fin. Mais on effectivement, embrasse Odette. c'est On pas embrasse. voilà. C'est pas déterminant et c'est un couple très universel en fait. Et puis, oui, c'est un roman très parisien avec toute une géographie amoureuse parisienne parce que Paris, c'est une ville très romantique. Et c'est vrai que ça commence au Jardin du Luxembourg, ça finit au Jardin du Luxembourg. Le roman, je trouve que le Jardin du Luxembourg, c'est un jardin d'étudiants parce que c'est dans le quartier latin. C'est un jardin littéraire très romanesque avec ses chaises vertes, donc qui appelle à la conversation amoureuse. Et tout comme Paris, qui est la ville des amoureux. Et j'aime beaucoup décrire Paris, et j'aime beaucoup Paris. Et je trouve que c'était un cadre pour ce couple, même s'il va voyager un peu. Mais c'est vrai qu'il tourne autour de cette géographie, un peu comme dans mon autre livre, Nos rendez-vous. En effet. Alors, on va parler du fil rouge maintenant, parce que quand même, on n'a pas parlé encore, on a parlé à demi-mot. Ah, Sandra, oui, tu voulais intervenir sur le sujet. Vas-y, vas-y, vas-y. On Non, parle mais non, après. mais je vais. Bonsoir tout le monde, mais je vais te laisser poser la question parce qu'en fait, je voulais poser la question sur le fil rouge. Je te laisse faire. Oui, alors ce fil rouge, ce fil conducteur, ce fil directeur, c'est cette lettre qu'écrit donc le Jules le lendemain de sa première rencontre avec Alice, qui sera donc à l'origine de ce couple-là. Cette lettre, vous nous faites saliver tout au long du roman. C'est même limite honteux de nous faire saliver autant, sincèrement. C'est oui, c'est vicieux et honteux, cher Elisabeth. Euh, cette lettre-là, évidemment, on l'attend constamment tout le long du roman et j'ai écrit souvent dans la marge, mais donnez-nous cette lettre, donnez-nous qu'on puisse la lire. Et en effet, on n'est pas déçu. À la fin, c'était un risque, clairement. J'ai cru donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai cru que la lettre n'allait jamais peut-être arriver et que c'était peut-être une sorte de chimère. Elle arrive, cette lettre, je préfère le préciser, et elle est merveilleuse. On n'est jamais déçu par ce que vous nous proposez. Mais cette lettre-là, racontez-nous cette histoire-là. Est-ce qu'il fallait ce switch assez bouleversant pour aussi créer ce roman-là? Est-ce que c'était à l'initiative du roman ou au contraire, elle est venue peut-être un peu plus tard? Il me semble qu'elle est venue un peu plus tard. Oui, alors l'idée de la lettre, elle était au départ, parce que, comme je vous disais, l'amour et le roman, pour moi, c'est pareil, parce que quand on est amoureux, on se raconte un roman d'amour. Et donc la lettre, c'est l'image de cette mythologie du couple, et c'est ce mythe fondateur et cette façon de dire l'amour pour créer l'amour et inventer l'amour de son couple comme on invente un roman. Donc cette idée de la lettre était
était essentiel. Et effectivement, cette lettre, c'est en même temps le fil rouge et puis même la colonne vertébrale de tout le livre parce qu'elle revient sans cesse. Puis il ouvre le tiroir de son bureau et puis on se dit, ah, il prend la lettre et on se dit, mais en fait, il va la lire, mais non, c'est ça qui vous énerve. Et le prochain chapitre, il la replace dans son tiroir et puis à un moment donné, on la perd et donc on veut absolument savoir ce qu'il y a dans cette lettre. Et le problème, c'est que je l'ai écrite plein de fois, cette lettre, je dois dire que pendant un an, et mon éditeur me disait non, en fait, ça va pas parce que c'est vraiment décevant. On l'attend tellement, la lettre, qu'il faut avoir une lettre à la hauteur de l'attente. Et je n'arrivais pas à l'écrire à la hauteur de ce que j'avais moi-même fait. Enfin, bref, je m'étais empêtrée dans mon propre défi narratif. Et puis, mon éditeur me disait, mais vraiment, prends tes tripes et écris-la. Et ça n'allait pas. Et à la fin, il m'a dit, bon, ben, c'est pas grave, en fait, on va pas mettre la lettre. Parce qu'on ne peut pas mettre une lettre décevante, donc en fait, on ne va pas la mettre. Puis chaque lecteur imaginera sa propre lettre. C'est beaucoup mieux comme ça. Et puis, est venu le temps des épreuves. Et en fait, les épreuves, c'est vraiment juste avant l'impression du livre. Et je relis mon livre sur épreuve. Et là, on redécouvre son livre avec un nouveau regard. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je ne peux pas. Là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir trompé le lecteur. Il faut quand même l'avoir, cette lettre, parce qu'on ne peut pas se moquer comme ça des gens qui vous lisent. C'est pas possible, il faut que je la fasse. Vous m'auriez tué, Eliette, là. Sans la Là, lettre. c'est vrai, là, vraiment, vous auriez. C'est moi, c'est vous qui m'auriez tué. Comme dans le truc de Stephen King, là. Non, c'est vrai, j'aurais mérité un châtiment. Et donc, je me disais, non, non, vraiment, et je m'en ouvrais à un ami qui passait par là. Et puis, il a été pris d'une inspiration. Et puis, il m'a dit, mais voilà ce qu'il faut que tu écrives, en fait. Il faut que tu écrives cette lettre avec cet angle-là, que je ne vous dirai pas. Très bien maîtrisé. Bravo. J'ai eu peur aussi. Et en 2 jours, j'ai écrit la lettre. Et la préparatrice, donc qui fait les épreuves, m'a dit non, 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 parce que en fait, quand on fait un livre, on a les cahiers qui sont déjà faits et en fait, on ne peut pas rajouter une lettre, c'était rajouter un cahier, c'était super compliqué. J'ai dit, mais si, il faut absolument la rajouter, je vous assure, lisez-la, vous allez pouvoir la rajouter. Elle m'a dit d'accord, mais demandez donc enfin, au boss, à Olivier Nora, le patron, et puis il a accepté. C'était la lettre. Donc, on l'a mise vraiment dernière limite, dernière ligne droite. Donc voilà, j'espère qu'elle plaira. D'ailleurs, je me suis posé une question. Est-ce que cette lettre aujourd'hui, est-ce qu'elle ferait peur à une femme en 2023? Est-ce qu'elle, alors, on peut pas trop en dire, mais est-ce qu'elle Ouais. pourrait faire peur en 2023 à une époque justement où l'engagement est peut-être un peu moins fort, où l'engagement est peut-être sur une longue durée, peut-être un petit peu moins envisagé ou envisageable? Moi, je pense oui, parce que je l'ai aussi écrite, effectivement, c'est un personnage donc, qui écrit cette lettre dans les années 50. Alors peut-être elle va paraître un peu directive, un peu paternaliste, un peu peut-être trop, voilà, pas très... Mais en même temps, ouais, je ne sais pas si on l'écrirait tel quel aujourd'hui, ça paraîtrait peut-être un peu exagéré. Mais il faut imaginer que une femme peut aussi l'écrire. C'est parce que c'est Jules qui a écrit cette lettre à sa femme, parce que dans l'époque, je pense que vraiment là, c'était invraisemblable d'imaginer le contraire. Mais une femme pourrait aussi l'écrire. Il faut imaginer que ça puisse être dans un sens ou dans l'autre. Et l'idée, c'est juste voilà, de dévoiler une certaine idée de l'amour, quoi. Est-ce que vous auriez cédé à cette lettre? Est-ce que vous Ah vous oui, êtes c'est posé ça, la mon question? éditeur m'a dit, mais écris la lettre que tu rêverais de recevoir. Oui, je pense que j'aurais cédé à cette lettre. Et vous?
Ah, alors, c'est difficile de répondre puisque c'est Jules qui parle, mais bien sûr, si elle est universelle, oui, j'aurais évidemment cédé. C'est évident qu'on rêverait qu'on nous écrive une telle lettre. Ça, c'est Ok. évident. Mais après, je me suis posé cette question sur la réception de cette lettre-là. Clairement, je me suis posé la question aujourd'hui, en tout cas. Je me suis dit, est-ce que on ne peut pas trop en dire, évidemment, mais a posteriori, quand certains l'auront lu, on pourra évidemment en discuter tous ensemble parce que je trouve ça très intéressant, la différence de temporalité qui peut exister et la réception qu'on peut en avoir. Je pense que ça pourrait faire fuir, ça aurait pu faire fuir certaines femmes, je pense. Mhm. Oui, 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 peut-être, peut-être. Mais cela dit, vous savez, je l'ai lu à mes enfants avant de l'envoyer à mon éditeur. Donc mes enfants qui ont 19 et 17, et ils avaient les larmes aux yeux. Donc voilà, je pense que l'émotion est universelle et traverse les époques, Je pense malgré aussi. toutes les questions de genre. D'ailleurs, vous dédicacez le roman à Ethan, qui est votre fils, il me semble, et je crois même que le poids de sa naissance est indiqué au cœur du roman, 2,4 kg. C'est ça. Ah bah, ouais, vous êtes bien renseigné. Bien renseigné. Justement, vous lui dédicacez ce livre. Est-ce que c'est aussi pour... alors, si vos enfants ont lu la lettre, c'est parfait en plus, donc j'imagine qu'ils ont forcément apprécié, mais est-ce que c'est pour aussi leur montrer que tout est possible, finalement? Est-ce que l'amour sur en longue durée, en tout cas, est-ce qu'il est encore possible? Est-ce que c'est aussi pour lui montrer et pour leur montrer ça? Ben, en fait, c'est pour répondre à leurs questions. Quand on voit, je pense que l'idée du livre, elle est aussi partie de cette vision-là de mes parents qui viennent dîner chez nous et puis on les regarde s'éloigner dans la rue, main dans la main et un peu doucement comme ça, à leur rythme, leur pas et mes enfants qui disent, oh là là, mais c'est tellement beau. Donc je vois que ça fait rêver encore plus des enfants de divorcés. Comment vous expliquez justement ça, que cette vision-là nous fait tous rêver et en même temps, on y arrive peu, je ne vais pas dire pas, puisque on va dire que je suis pessimiste, mais peu en tout cas. Comment vous Oui. expliquez cette différence, en fait, ce différentiel matérialiste? On y croit, on veut le faire, mais on n'y arrive pas. Ouais. Je pense que on est dans une époque bon, ben, vraiment individualiste, donc ça devient difficile de le faire. Et vous savez, quand j'ai questionné tous ces couples qui durent, ces personnes entre 80 et 90 ans, donc qui ont passé 50, 60 ans avec la même personne, et je leur demandais à chaque fois, alors c'est quoi le secret de la durée de votre couple? Et à chaque fois, j'ai une réponse différente. Ça n'est jamais la même réponse. Il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Mais ce qui va vous surprendre, je pense, et ce qui m'a surprise en tout cas, c'est que jamais, et faites l'expérience autour de vous, jamais on nous dit, on m'a dit, c'est l'amour. C'est toujours une autre réponse. C'est ah ben oui, j'ai surmonté pas mal d'épreuves. Ah ben c'est sa gentillesse. Ah c'est on a construit un projet intellectuel ensemble. On avait les mêmes aspirations, on avait les mêmes goûts. Euh, on n'a pas. Faites l'expérience, vous verrez. Très bien. Sandra? Oui, donc rebonsoir. Pour répondre à votre question, d'abord, moi, je répondrais qu'il faut d'abord s'embrasser tous les jours et se regarder tous les jours, voilà, pour que ça dure un petit peu. Ah, c'est joli. Voilà. Et ça, j'y crois vraiment, ouais, ouais, vraiment. Et en fait, je voulais revenir sur la lettre et son pouvoir là très très fort dans le roman. Parce que je trouve, alors j'ai pas terminé, je suis pas encore arrivée à la lettre, mais forcément, avec tout ce qu'on en dit ce soir, ça donne vraiment envie d'aller la lire tout de suite. Faut pas la Mais lire au début, hein. ah oui, ouais.
Mais comme on en parle beaucoup de cette lettre tout au long du roman, et puis aussi il y a beaucoup de silence, enfin j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de silence, et j'ai trouvé aussi particulièrement Jules était une sorte un peu d'écrivain aussi, enfin cette lettre va sans doute le confirmer, mais enfin je trouve qu'il a un style quand il parle d'Alice notamment, c'est toujours très très beau. Et je me demandais en fait si c'était pas pour vous, enfin vous avez un petit peu répondu à ça, mais si c'était pas pour vous aussi une manière de rappeler que ce côté un peu suranné, d'écrire une lettre, de se parler, de se dire des mots en fait, ou des silences aussi d'ailleurs, parce que ça fait partie de la communication. Est-ce que c'était pas une manière pour vous de rappeler à la nouvelle génération ou en tout cas à 2023 que les mots, c'est d'abord ça qui est important Ouais, entre les hommes et les femmes et les hommes et les hommes et les femmes et les femmes. Voilà. c'est ça, c'est vrai. C'est les mots qui sont essentiels. Et c'est vrai que les mots, comme les mots peuvent vraiment tuer, je pense, une relation, des mots blessants. Vous voyez, on dit des mots blessants, mais c'est pas une image en fait, hein. On peut blesser, on peut vraiment tuer avec des mots. Et ben autant peut-être qu'on oublie effectivement qu'on peut faire vivre un amour avec des mots, le susciter et puis le rendre éternel. Et c'est vrai que la lettre, c'est un peu cette image-là. Et moi, je suis très nostalgique des lettres. Et je trouve que c'est vrai, alors après, on peut aussi les écrire par texto, c'est pas, c'est très bien aussi, c'est pas pareil. On a Mais tous dodeliné, hein. On a c'est tous facile. dodeliné. Hein? On a tous dodeliné. Ouais. Mais ce qu'il y a de bien avec les textos, c'est que c'est immédiat. Donc, on peut en recevoir toute la journée, tandis que des lettres, on ne peut pas en recevoir toutes les heures. Cela étant, ça n'a pas forcément le même pouvoir dans le sens où qui déjà aujourd'hui a relu un SMS, qui a relu quelque chose de numérique. La lettre peut être transportée partout et peut être découverte partout, peut être lue partout. Euh, c'est une sorte de totem en fait. Et en fait, cette lettre-là, cette lettre de Jules, je pense pas ne dévoiler quelque chose là, mais euh, c'est la marque de fabrique de ce couple. Tout réside dans cette dernière quand la mémoire faillit. C'est vraiment Oui. Mhm. le point d'ancrage en réalité. Sans cette lettre-là, il n'y a plus rien. Mhm. Exactement. C'est la lettre qui reste finalement. C'est peut-être la lettre ou le personnage principal. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, j'ai fait une adaptation au théâtre de ce livre qui est, j'espère qu'il va se monter. Enfin, j'aimerais bien parce que c'est un couple, c'est deux personnages sur une scène. Effectivement, à la fin, j'ai imaginé que la lettre soit le personnage qui reste. À la fin, il y a juste la lettre sur le banc. Et c'est ça, c'est le personnage, oui, c'est vrai. Pour donner un petit peu encore plus envie, même si là tout le monde est conquis, je vois dans la conversation, c'est une effusion. Est-ce que vous pourriez nous lire un premier extrait, Eliette? Je crois que vous débutez par le premier chapitre. Voilà, on va commencer avec tout simplement le premier chapitre. Se passe en 2022, aujourd'hui. Oui, Paris, mai 2022. Puis-je prendre place à côté de vous? Le vieil homme fixe le banc où est assise la femme qui se tient droite, l'air sérieux, une main posée sur sa canne, le regard perdu vers l'horizon. Elle se tourne pour l'observer. Il est beau avec ses cheveux poivre et sel, abondants pour son âge, coiffés en arrière. Son sourire éclaire son visage anguleux, émacié, sa peau est parsemée de petites taches et ses yeux sont d'un bleu intense. Celui de droite a une expression sérieuse et grave, celui de gauche est joyeux. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. Il la salue d'un petit mouvement de tête, considère ses pommettes hautes, sa bouche colorée de rouge, sa peau fine et parcheminée, ses mains ridées aux veines apparentes. Elle lui sourit avec bienveillance. Les cheveux coiffés en une savante mise en pli, comme si elle sortait de chez le coiffeur, elle porte un pantalon léger et un twinset en laine beige. Elle tente de se tenir droite et de redresser son dos qui se voûte. Frêle, mince et vacillante, on dirait qu'elle va ployer comme un roseau. Ils sont au jardin du Luxembourg. C'est là qu'elle aime venir, toujours au même endroit, à droite, quand on fait face au bassin, à côté des rangées de chaises vertes.
À nouveau, elle regarde droit devant elle, l'air concentré. Son visage marqué par le temps, strié de rides profondes, reprend son expression sérieuse comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Seule, elle est sortie de chez elle, a remonté la rue Laumont, descendu la rue d'Ulm jusqu'au Panthéon, puis elle a emprunté la fastueuse rue Soufflot jusqu'au jardin du Luxembourg, avant de s'asseoir sur le banc où elle aime se reposer et rêver, devant le bassin où voguent les bateaux miniatures téléguidés par les enfants. C'est ici qu'elle somnole, réfléchit et se plonge dans ses souvenirs. Dans sa jeunesse, elle empruntait la Grande Allée pour se rendre à la Sorbonne où elle étudiait, aux réunions féministes dans les cafés du quartier latin et le soir au club de jazz à Saint-Germain. Elle lève les yeux et considère avec intérêt l'homme qui a pris place à côté d'elle. Il est habillé d'une façon élégante avec une chemise blanche sous un pull en V et un pantalon de toile beige, des couleurs lumineuses et discrètes en cette matinée de printemps où il fait clair et les journées s'étirent. Paris s'anime en vue des festivités de la commémoration de la Libération. Ce jour férié, beaucoup sont partis et elle aime la sensation de la ville vide. Elle a connu bien des étés où régnait le silence dans les rues écrasées par la chaleur. C'était des saisons. C'était il y a longtemps, lorsque les saisons étaient encore des saisons, lorsqu'elles n'étaient pas encore passées les unes après les autres, si nombreuses et si pleines. Assis l'un à côté de l'autre, ils se tiennent avec raideur, se meuvent avec lassitude et semblent perdus dans un monde à part, un sourire figé sur les lèvres. Ils font l'effort d'être présents, mais tout est plus lent pour eux qui ne voient et n'entendent plus très bien. Signe que le réel s'éloigne peu à peu, et la vie aussi. Merci. Alors, le chapitre continue, mais évidemment, on va s'arrêter là. Merci, Eliette. Finalement, Avec- est-ce que ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans ce roman, euh, alors avant de poser ma question, on fait une petite photo de groupe. J'avais oublié. C'est l'heure de la photo de groupe. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci. Ce qui m'a beaucoup frappé, Eliette, c'est qu'au final, on se pose beaucoup de questions sur l'amour. Mais est-ce que finalement, ce ne sont pas ce qui forge véritablement une relation, un couple, ce ne sont pas les souvenirs communs, les lieux, les rendez-vous manqués, les gestes anodins, les petites paroles qui blessent, comme vous l'avez dit, la dureté des mots. Est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on retient d'autrui, que ce soit dans le passé, le présent ou l'avenir, mais est-ce que c'est pas ça, hein, l'amour, c'est pas une sorte de passé rempli d'images? Oui, rempli d'images, rempli de souvenirs au fur et à mesure. Et là, c'est ce qui se passe dans un couple sur la durée. Effectivement, chaque geste eh ben, est lourd de sens, plein d'histoires. Et c'est ce qui est tellement émouvant finalement, toute cette mémoire du couple, cette mémoire commune de ce personnage, ce seul personnage, puisque le couple est un personnage, et la façon dont ce quotidien, ces toutes petites choses, mais que seul l'autre membre du couple va réussir à déceler. Et c'est ce qui est tellement poignant comme dans le passage dans le passage dont j'ai fait la lecture, qui est le dernier rendez-vous de ce couple, puisqu'on commence par la fin. Et dans ce dernier rendez-vous, on va s'apercevoir en fait que ces deux personnages qui se rencontrent et qui ont tout perdu de la mémoire, puisque on ne sait pas très bien pourquoi ni comment, quelle maladie ils ont, mais enfin, ils ont tout oublié de qui était l'autre. Et qu'est-ce qui reste finalement? Est-ce que quand on a tout oublié, est-ce qu'il va rester ben, comme une petite étincelle? Alors ce serait justement comme une première rencontre, parce qu'ils ne savent plus qui ils sont, ils ne se reconnaissent plus. C'est de nouveau une première rencontre, ou alors est-ce qu'il va rester dans cette longue vie ensemble, eh bien, la mémoire de ces petits gestes du quotidien qui va tout d'un coup leur rappeler tout, on ne sait pas trop. Et en même temps, vous jouez aussi sur la réalité, je trouve, sur la réalité des faits. Pendant longtemps, je me suis aussi dit qu'il y avait certaines choses qui étaient purement imaginaires dans le roman, au cœur des personnages. Je trouve que vous jouez vraiment aussi avec la réalité et la vérité.
Je me suis longtemps interrogé, j'ai pensé à un moment donné que vous nous meniez en bateau tout au long du roman. Euh, et Est-ce que c'était quelque chose de volontaire de votre part, justement, d'ancrer aussi ce roman-là dans une sorte de, je vais pas dire de réalisme magique, on va pas exagérer, mais en tout cas de quelque chose de moins matériel, de plus philosophique, euh, de plus humain, entre guillemets, sans qu'il y ait une réalité des faits? Une réalité des faits, qu'est-ce que vous appelez une réalité des faits? Bah, j'ai l'impression que parfois Jules n'était pas forcément conscient de ce qu'il vivait, qu'il était peut-être possédé par une image de la vie, une image d'Alice qui n'était pas forcément réelle. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai que chacun se fait une idée de l'autre et que à chaque époque de la vie de ce couple, il se redécouvre. Et, euh, et non, alors je pense que peut-être que c'est le réalisme de ce couple, mais qui n'est pas magique, qui est que, en fait, et c'est ça qui rend cette aventure d'un couple qui dure aussi fascinante, c'est que l'autre est toujours un étranger. Et c'est ce que j'ai voulu dire symboliquement quand je commence par ce couple qui se voit, euh, pense-t-il, chacun pour la première fois sur un banc et ils ne se reconnaissent pas. C'est cette image-là, en fait, c'est ce symbole-là, c'est que même en ayant vécu 60 ans ensemble, on vit toujours avec un inconnu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est merveilleux en fait. Et à chaque fois, c'est source de toutes leurs crises, toutes leurs difficultés de comprendre et de réaliser à quel point l'autre est un inconnu et à quel point il nous échappe et à quel point parfois il a carrément toute une vie ailleurs dont l'autre n'est pas au courant. Et comment est-ce qu'on fait avec cet inconnu qui est tellement bien connu dans toutes ces manies, ce paradoxe du couple qui fait on peut le prévoir, on peut savoir comment il se lève, comment il se couche, comment il va s'habiller, comment il prend sa douche, est-ce qu'il aime manger. Mais en fait, non, on ne sait rien de lui. C'est ça l'aventure, la véritable aventure du couple. Là où vous êtes vraiment très forte, c'est que vous avez réussi aussi à capter des petits moments, notamment dans les mariages, notamment lorsque Alice, par exemple, prend un verre pour se donner un peu de contenance, lorsqu'elle pense à un autre homme alors que son mari vient la voir avec une toute autre intention. Euh, Là, ce que je trouve vraiment très fort dans ce roman aussi, c'est les petits détails. Vous maximisez à chaque fois chaque petit détail pour en donner un sens qui nous parle forcément. On a tous vécu ça à un moment donné. Je trouve que vous arrivez à matérialiser avec quelques mots. C'est souvent de manière très ramassée, de manière très simple, très épurée. Mais vous arrivez à faire jaillir, à faire jaillir vraiment des petits détails qui, au final, en sont des grands dans une vie. Notamment lorsqu'il y a des paroles blessantes aussi dans des grands événements, que ce soit une naissance, que ce soit un mariage, c'est souvent dans ces moments que les mots sont très importants, très traumatiques. Mhm, mhm. Oui, c'est ça. J'ai essayé de faire comme ce que je vous disais, de l'intimité de ce couple et en fait de le prendre vraiment dans l'envers du décor et de faire comme des photographies effectivement de ces petits gestes qui sont tellement signifiants et où le couple, en fait, on voit ils se comprennent pas du tout, ou bien ils sont dans un malentendu incroyable et pourtant ils vont communiquer toujours. En fait, toutes ces interactions, cette communication de ce couple, la façon dont elle se fait, soit qu'ils se disputent violemment, soit qu'elle soit en train de lui arranger sa cravate en pensant à un autre homme. Ces petites choses, un peu comme dans, alors là c'est le film de Bergman, Scène de la vie d'un couple, qui a été repris d'ailleurs en série récemment où on est vraiment dans l'intérieur de l'intimité d'un couple qui se parle. Et c'est vrai que c'est ça, j'ai voulu reproduire un peu cette intimité-là à travers ces petits détails et ces petits gestes tellement, tellement signifiants. Sandra.
Oui, alors moi je suis toujours assez fascinée par le fait que la littérature réussisse à réinvestir des sujets comme ça sans limite. Enfin, l'amour, c'est parce que c'est universel, mais en fait, je me pose la question de, enfin, savoir vous, en tant qu'écrivaine, comment vous expliquez ça, en fait, qu'on puisse toujours renouveler autour d'un thème, parce que là, un couple, rien que le titre, on peut se dire, ah ben encore une histoire d'amour, mais finalement, on est extrêmement surpris et voilà, on redécouvre en fait à nouveau l'amour, alors qu'on l'a lu plein de fois dans d'autres livres. Et voilà, en tant qu'écrivaine, est-ce, enfin, est-ce que vous pensez que ça tient à quelque chose de particulier? Comment vous expliquer qu'on puisse toujours renouveler sur ce sujet-là, le sujet amoureux? Alors, il y a d'autres sujets hein, aussi, je pense, qui peuvent être convoqués sur la même question, mais là, c'est le cas sur l'amour. Voilà ma question en gros. Une sorte de... Oui, c'est vrai, c'est une sacrée question en fait, parce que d'une façon générale, renouveler un sujet, moi je pense qu'il faut effectivement surfer sur les clichés et puis en fait, on- tous les sujets ont déjà été traités d'une façon ou d'une autre, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont on va le réécrire, le réinterpréter dans notre époque, avec notre langage et surtout, la transmission. Ça, c'est mon dada. Mon dernier livre s'appelait La transmission. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va transmettre ce sujet éternel aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va, dans quel langage on va le traduire, puisque c'est un sujet éternel, et comme dans quel langage on va arriver à le traduire pour arriver à le transmettre et le renouveler, ce thème éternel. Et alors, quand il s'agit de l'amour, là, alors c'est le pire des clichés, le plus éternel des sujets, le plus rebattu, le plus traité, le plus romanesque qui soit. Et pour ça, c'est le plus difficile. Et de faire un roman sur l'amour, moi, je m'étais jurée de jamais faire ça. Parce que c'est trop difficile de ne pas être dans le kitsch, dans le cliché, dans le trop de sentiments un peu ridicules, ou alors pas assez. Ou alors là, pour le coup, comment le renouveler? Alors qu'il y a tellement de romans sur le sujet, c'est très compliqué. Et j'y ai répondu en même temps, je voulais, parce qu'en fait, quand on est romancier, on veut forcément écrire un roman d'amour, finalement. Parce que c'est le grand sujet romanesque, et puis c'est ce qui nous préoccupe, et puis c'est ce qu'on veut lire, et c'est ce qu'on veut écrire. Donc, et justement, ce qu'on disait au début, c'est ce rapport essentiel entre l'amour et le romanesque. Donc, moi, j'ai répondu alors vraiment en surfant sur le sujet, puisque dans nos rendez-vous, c'est l'histoire aussi d'un couple sur 30 ans, donc sur une très longue période, mais c'est un couple qui est toujours en décalage, donc en fait, ils se rencontrent jamais, donc on n'est jamais dans le sujet, mais on est toujours un peu dans le sujet. Et puis là, c'est le couple qui dure. Et je pense, je vous disais ça au début, je pense, enfin à ma connaissance, mais dites-moi si de votre côté, vous avez, vous le savez, mais je pense que ça n'a jamais été traité. Un couple qui dure, un couple sur 60 ans dans tous les romans que j'ai pu lire sur l'amour, je ne l'ai jamais vu. Donc, je l'ai traité, ce sujet, mais dans un angle où, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais lu. Ce qui me permettait de renouveler ce thème tellement, tellement éternel. Sophie? Bonsoir. Vous parliez de Nos rendez-vous. C'est un roman que j'ai dévoré et adoré. Je me demandais dans les romans d'amour, en tout cas ceux qui parlent d'amour que vous avez écrits, s'ils tricotent avec un couple ou s'ils ont nourri votre écriture pour votre projet.
Mais complètement. Je pourrais dire que ce couple rassemble un peu tous mes romans. J'ai pioché dans mes romans et dans mes documentations et dans mon travail romanesque, celui que j'ai fait dans Un heureux événement, puisque le couple a un enfant, celui de la première rencontre avec nos rendez-vous, celui de Une affaire conjugale, mon roman, dans la période où ils veulent divorcer. Oui, oui, j'ai fait tout un assemblage et pour arriver en même temps, c'est différent, mais c'est vrai on peut en faire cette lecture-là. Et un peu de philothérapie aussi. Et oui, absolument, c'est vrai aussi, oui, oui, dans ce questionnement sur l'époque amoureuse à la fin, c'est tout à fait ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est finalement le roman de mes romans. Bien dit. Justement, je rebondis par rapport à l'amour envisagé aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit fleurir un nombre de ventes de livres qui ont un public adolescent basé sur les histoires d'amour. Je pense à certains livres là très récemment où les meilleures ventes sont des histoires d'amour, alors parfois toxiques, parfois de domination, parfois très particulières, entre guillemets des polémiques par rapport à ce genre de livres-là, mais on sent que les jeunes filles, les jeunes femmes, puisque ce sont elles le public principal pour le coup qui achète ces livres-là, il y a quand même une effervescence au niveau de la littérature de romance. La littérature véritablement de romance pure avec une histoire d'amour, avec différentes conséquences, mais il y a quand même un regain assez faramineux du nombre de livres et du nombre de ventes, surtout de ces livres-là. Comment vous expliquez ça, puisque j'ai vu que vous aviez travaillé sur l'amour aujourd'hui, Tinder, etc. Vous devez quand même avoir, j'imagine, une analyse ou une théorie sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme. On ne lit plus des grandes histoires d'amour classiques ou des contemporains. On lit maintenant des véritables histoires d'amour concentrées en plusieurs tomes avec des auteurs dont on ne connaît rien principalement. Et peu importe, elles peuvent être très talentueuses. Je n'en sais rien, je ne les ai pas lues, la new romance. Mais il y a quand même un phénomène qui se développe et qui fait penser potentiellement que les jeunes filles envisagent quelque chose peut-être sur une longue durée. Mhm. Oui, 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 je crois vraiment, je pense que l'amour, en effet, n'est pas du tout fini. Je pense qu'au contraire, l'amour est en train de se réinventer d'une façon complètement différente dans notre époque. Je crois que la passion amoureuse, la passion destructrice, en revanche, c'est un mythe, en fait, le mythe de l'androgyne qui était la base, la nourriture spirituelle de tous les romans d'amour, mais aussi de tous les amours, donc, depuis toujours, hein, enfin depuis Platon. Donc ce mythe qui dit que finalement nous recherchons l'âme sœur et que quand on rencontrons l'âme sœur, nous avons rencontré l'être qui va nous compléter. Et en fait, ce mythe nous dit aussi que quelque part, puisque nous avons été coupés en deux et nous recherchons notre moitié, nous ne pouvons pas être heureux, enfin heureux, c'est-à-dire complet, sans avoir rencontré notre moitié. Autrement dit, quelque part, le but de notre existence, c'est de rencontrer cette moitié, d'où la passion amoureuse, d'où quand cette moitié s'échappe, on est complètement détruit, d'où la souffrance, etc. Ce mythe aujourd'hui, je pense que pour la première fois depuis toujours est obsolète, a été supprimé pour plein de raisons, grâce au féminisme, à cause des divorces, et aussi la montée d'individualisme. On sait maintenant, et aussi avec toutes les théories du développement personnel, qu'on doit chercher sa source de bonheur en soi et puis qu'on doit arrêter de vouloir dépendre de l'autre et encore moins du prince charmant pour arriver à être heureux et à être un et à être complet. Donc on ne veut plus croire dans le mythe de l'androgyne. En revanche,
et d'où le développement de toutes ces nouvelles romances. On veut toujours avoir du sentiment, on veut de l'amour qui dure, on veut croire dans l'amour et puis on veut surtout, surtout, surtout rechercher un partenaire. Et ce partenaire, ça va être notre partenaire de vie. Alors, à mon goût, un peu trop rationalisé par les algorithmes sur les applis de rencontres, mais en tout cas, ça va être un partenaire avec qui on va pouvoir échanger sans attendre tout de lui, c'est-à-dire qui nous complète, donc en fait qui nous rend malheureuse, mais un partenaire égal. Et ça, donc, c'est une réinvention du mythe amoureux sur une base complètement sentimentale, parce que ce partenaire, on va attendre de lui, bah, justement, cette émotion, ce sentiment, c'est ça qu'on attend maintenant de l'autre. Donc, c'est comme ça que j'explique. Enfin, c'est ma théorie, en tout cas. Vous disiez d'ailleurs il y a quelques années, je crois que c'était à l'occasion d'une affaire conjugale, que le mariage enlise l'amour dans le quotidien et l'achève dans l'ennui, l'habitude et les rancœurs. On est encore victime de ce mythe occidental du coup de foudre, de l'amour éternel. Mhm. C'est C'est ça? ça. C'est pour ça que je pense que les romances aujourd'hui ont des succès auprès des jeunes parce qu'effectivement, ils ont eu des parents qui se sont aimés, puis qui se sont désaimés, puis qui ont divorcé dans la haine terrible. Donc, ils ne veulent plus y croire à cet amour-là, cet amour fusion finalement. Et ils pensent qu'il faut s'engager dans un autre type de relation, mais qui sera justement fondé sur la durée, pas sur la folie du moment. On est donc devenu plus raisonnable. Oui, à tort ou à raison. Eh bien, ça me semblait. Euh, Tout à l'heure, Sandra a parlé de l'art de la punchline. Alors, elle n'a pas dit ainsi, mais de Jules. Il a en effet du style, c'est le moins qu'on puisse dire. Que ce soit physiquement, on a l'impression que physiquement, il est plutôt, il a du style, mais c'est surtout aussi dans ses punchlines, dans sa façon de parler. Il a cet humour pince sans rire. Et je vais lire juste un extrait. Vous allez en lire peut-être après un second sur cette séance de psy qui est assez parlante. Euh, il s'adresse donc, il fait un discours à un mariage, je crois que c'est le mariage de son fils, je crois que c'est le mariage d'Alexandre. Je ne dis pas merci à ceux qui sont venus de loin, même de très loin, d'Espagne, d'Italie, d'Amérique. C'est fou ce que les gens peuvent faire pour détruire la planète. Non, sérieusement, les amis, il fallait rester chez vous. Il a il a quand même ce côté, euh, même dans les disputes, on va en parler juste après avec l'extrait que vous allez nous lire, mais c'est quand même un personnage très haut en couleur. Il a quand même une gouaille. On a l'impression que vous le connaissez particulièrement, ce Jules. Je ne sais pas s'il y a une réminiscence de peut-être de votre père, peut-être il est architecte. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose peut-être dans ce personnage d'intimement personnel. J'ai eu l'impression qu'il était lié à vous. Oui, c'est vrai, mais peut-être que c'est plus moi, Oui, alors j'allais vous poser bizarrement, que Alice. la question Peut-être que aussi je me suis sur. plus ouais, Voilà. projetée dans ce Jules, Alors, c'est un architecte, mais c'est un constructeur. Quand on écrit des romans, on est très architecte, en tout cas dans ma façon de les construire. Je le conçois ainsi. Et puis, il aime écrire, il écrit des lettres. Et puis, il a cette ironie un petit peu, cet humour un petit peu décalé tout le temps. Et l'ironie, ça, c'est vrai, beaucoup. Cette ironie, ça m'appartient à moi. Et donc, peut-être que bizarrement, dans cette histoire de couple, je me suis plus identifiée moi-même à l'homme qu'à la femme. Pourquoi pas? Bien sûr, il fallait. On sentait, enfin, on sent, en tout cas à la lecture, qu'il y a un peu de vous dans chaque personnage. On a cette impression-là. Après, bien sûr, ça peut être Jules. Oui, bien sûr. Est-ce que vous nous liriez donc ce passage-là, faramineux, ce passage délicieux Alors, de... c'est le rendez-vous chez le psy de couple, quand le couple est vraiment en crise. Je vais lire c'est un dialogue, mais donc avec également le psy. Vous entendez ce qu'il dit? Demande le docteur Bansard. Qu'est-ce qu'il dit?
Est-ce que tu m'aimes, Alice? Peut-être tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Cet été, on envoie Émilie chez les scouts et on passe un mois ensemble. On va à Naples. Qu'en dis-tu? Mais t'es malade, Jules, rugit Alice hors d'elle. Il faut que tu te soignes. Tu m'annonces que tu me trompes. Je ne sais pas avec qui, je ne sais même pas pourquoi. Et tu veux qu'on parte ensemble? Mais je ne veux plus jamais te voir, Jules. Moi aussi, j'ai envie de me sentir vivante. Moi aussi, j'en ai marre de toi, de tout, de nous. Peut-être que je veux divorcer et peut-être que je vais avoir la force de le faire cette fois, ou plutôt de me venger. Mais alors, tu vois, une vengeance qui va te faire du mal. Et le pire, c'est que tu ne sauras jamais laquelle. À ta place, je divorcerai plus tôt. Non, non, ce serait trop doux. C'est ce que tu veux, c'est la guerre. Et toi, tu cherches quoi au juste? Tu ne veux pas divorcer parce que la situation t'arrange, tu as une femme, une famille, des maîtresses, c'est parfait pour toi. Eh bien, quoi, divorce et je serai le premier à t'accompagner. Je pense que tu te trompes. Quoi? Que tu te trompes en me trompant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que tu me trompes, mais tu te trompes en pensant que c'est moi que tu trompes. C'est en fait toi que tu trompes. Je te suis pas, Alice. Moi non plus, admet Bansard d'un air perplexe. Jules baisse le regard, l'air gêné. Alice se lève. En clair, tu es une pourriture, Jules, crie-t-elle. Tu es une sale pourriture. Je te déteste, je te hais. Je maudis ta vie misérable. Je méprise tout ce que tu es. Je ne veux plus jamais te voir. Plus jamais, tu m'entends? Ne me juge pas, s'il te plaît. Ne me juge pas, c'est la meilleure celle-là. Arrête d'ironiser. Autour de moi, dit-il, regarde bien, tout le monde quitte sa femme et ses enfants, divorce pour bien moins que ça. C'est comme une épidémie depuis que les femmes gagnent leur vie. Espèce de sale machiste. Pars, ça vaut mieux. Non, je reste, par responsabilité, par devoir, par amour aussi. J'ai préféré me taire pour toi, pour les enfants, et l'air que je respire ailleurs me permettait de rester libre, sinon j'étouffais. Vous entendez ce qu'il veut dire? Demande le docteur Bansard. Attendez, docteur Bansard, je suis chez l'ORL ou chez le psy? J'adore cette phrase. Euh, euh, vous dites à un moment donné, vous écrivez à un moment donné pour caractériser l'adultère. Ce n'est pas une aventure ni une révolte, c'est une révolution. Elle est forte cette phrase au final. C'est une révolution. C'est ça au Oui, final. Ça. à ce point. Chacun a dans ce couple, chacun a sa théorie de l'adultère, puisqu'ils traversent chacun cette épreuve. La théorie de Jules de l'adultère, c'est justement une aventure, une révolte, une volonté de vivre sa vie. Il s'est retrouvé dans un mariage avec une famille. Il a fait mai 68, il était quand même épris de liberté. Il ne se voit pas du tout dans ce schéma conservateur. Mais pour Alice, l'adultère a un autre sens, c'est-à-dire elle veut faire une révolution de sa propre vie parce qu'elle ne supporte plus sa solitude avec son mari et elle ne supporte plus sa vie. Donc, elle veut vraiment, vraiment, c'est un point de rupture et de changement de vie, en fait. Elle veut tout simplement changer de vie. C'est ça qu'elle veut dire par révolution, alors que chez Jules, c'était une révolte. Voilà, chacun a sa façon de le concevoir et chacun avait sa façon de le vivre. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que le couple, un couple, était véritablement le personnage principal. Vous dites, ils se sont tellement mélangés l'un à l'autre qu'ils ont fini par se ressembler, même physiquement. C'est vrai, Mhm. ça. C'est vrai qu'on voit souvent ce genre de couple se ressembler, même physiquement, au rythme du temps, tant ils sont liés l'un à l'autre. Oui, c'est vrai, on voit ça. Et c'est là où ce couple devient un seul personnage. Effectivement, ils se ressemblent et ils finissent par avoir les mêmes, presque les mêmes gestes. Il y a comme une osmose. On me demande dans l'oreillette si vous êtes au Festival du Livre à Paris. Oui, je suis au Festival du Livre à Paris.
Voilà. Absolument, je vais signer. Alors, j'ai oublié la date, mais enfin, ça va être écrit sur le site et sur mon Instagram. Parfait, parfait. J'aimerais que vous nous parliez de ce qui vous anime pour bientôt ou en ce moment sur la suite. Alors celui-ci, il vient de sortir, mais tout le monde va l'acheter, j'en suis sûr. Mais est-ce qu'il va y avoir, est-ce que vous allez continuer dans le sillon de la famille? Est-ce que vous allez continuer dans le sillon du couple? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui vous préoccupent, euh, peut-être sur le même sujet, sur la même thématique ou ailleurs? Est-ce que vous avez envie d'aller peut-être ailleurs, même si vous le faites déjà depuis déjà très longtemps? Vous allez un petit peu picorer à droite à gauche sur différentes thématiques et genres. Mais qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui après avoir écrit celui-ci qui a dû déjà être peut-être éreintant aussi? On n'a pas parlé de comment vous avez ressenti d'écrire sur des choses peut-être parfois intimes qui ne vous ressemblent pas forcément, mais vous avez parlé d'intimité tout à l'heure, même si ce n'est pas la vôtre, elle est quand même poignante quand on écrit et certaines émotions peuvent parvenir. Donc les deux questions étant d'abord peut-être votre état général pendant l'écriture et ensuite ce qui va arriver peut-être pour la suite. J'ai écrit, oui, oui, j'ai écrit le livre. En fait, ça m'a pris 3 ans pour écrire ce livre parce que je l'ai beaucoup repris, je l'ai beaucoup pensé, beaucoup écrit, réfléchi. Et c'est vrai que ça a été toute une traversée à la fois dans l'écriture et puis dans l'évolution de la façon enfin, dont je concevais moi-même cette histoire de couple et puis même mes petites enquêtes que j'ai faites sur tous ces couples qui durent et qui faisaient évoluer ma pensée et puis mon projet. Donc c'est vrai que je suis encore dans cette aventure puisque le livre vient de sortir et que je n'ai pas encore réfléchi à l'après-couple. Donc voilà, je vous réponds d'une fois sur les deux questions parce qu'effectivement, c'était une aventure très prenante et pour l'instant, je vais accompagner ce couple dans sa vie de lecteur parce que j'adore l'accompagner et puis surtout sur un couple pareil, un sujet pareil qui est tellement universel. Je trouve que c'est encore plus intéressant d'avoir un échange avec les lecteurs dans ce que je leur propose et dans le retour qu'ils vont me faire sur ce livre. Et puis après je verrai ce qui se passe, mais les sujets en général viennent, et puis j'en ai plusieurs auxquels je pense, mais pour l'instant, rien encore de défini. On a parlé beaucoup de références cinématographiques et évidemment, je vous pose cette question-là, même si je sais à quel point c'est très difficile d'adapter un livre au cinéma et que ça dépend d'éminemment de beaucoup de paramètres et que rares sont les livres qui sont finalement adaptés au cinéma, mais quand même, en lisant ce livre-là, on a déjà le scénario et la mise en scène qui vient en tête, c'est évident. Est-ce qu'il y a une envie? Alors une envie, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a potentiellement une piste pour adapter ce livre? Alors, pour l'instant, je vous ai dit, c'est au théâtre. Et il y a une piste, oui, parce que au théâtre, après, oui, c'est vrai qu'au cinéma, c'est tout à fait possible, mais au théâtre, c'est très intéressant parce que vraiment, je suis en train de travailler à cette adaptation théâtrale où on a un couple sur scène, donc en fait, juste deux personnages, et puis on voit, ben, on reprend tout le découpage finalement du livre mais en travaillant plus sur les dialogues, puisque dans ce roman, bon, il y a beaucoup de parties qui sont narrées, mais là, de tout remettre dans un dialogue, et puis là, c'est vraiment intéressant parce que dans le livre, déjà, on voit bon, à travers, moi je l'ai fait sur 60 ans, mais finalement c'est tous les états d'un couple, et même si c'est pas, ça se passe pas sur 60 ans, c'est finalement toutes les modalités d'une vie de couple, de la passion, la première rencontre, les disputes, la haine, le quotidien, tous les états du couple. Et à jouer pour deux personnages sur scène, je pense que ça doit être vraiment intéressant. À la fois de jouer
le couple dans tous ses états, mais aussi le couple dans tous ses âges. Et donc, je pense que c'est peut-être voilà, une Avec, proposition avec, théâtrale. avec les mêmes acteurs, donc. Je pense oui, parce qu'au théâtre, on peut une convention théâtrale qui fait que avec des vêtements, voilà, je sais pas, un chapeau. Si on prend un couple qui a 40 ans, enfin des acteurs qui ont une quarantaine d'années, on peut les vieillir, mais aussi on peut accepter qu'ils aient 20 ans. Plus Et facilement qu'au cinéma, où là, c'est quand même plus compliqué, hein. Ouais. là, je ne pardonne pas. Est-ce Ah, que, Titi et Bouygues, je vois. Ouais, j'ai pensé à eux. est-ce que ce serait une tragédie en 5 actes, pour le coup? Il y aurait pas 14 Ouais, chapitres. c'est pas mal ça. Ouais, non, il n'y a pas. Ou pourquoi pas 14 scènes, hein. Hmm. Pourquoi pas? J'ai une dernière question sur Jules, parce qu'évidemment, il irrigue clairement le roman. Euh, il fait souvent des promesses, alors des promesses qu'il ne tient jamais, entre guillemets, j'en cite une, par exemple, page 137. Si tu me demandais là de me jeter par la fenêtre, je le ferais. Et Alice répond, on habite au rez-de-chaussée, idiot. Mais oui, mais il fait plein de promesses au final. C'est une sorte de, alors on va pas dire d'escroc, mais de vendeur de rêves un petit peu, ou en tout cas il fait du chantage affectif. Voilà, c'est ça. Il fait du chantage affectif parfois, où il propose de se jeter dans l'Adriatique, enfin il promet de se jeter si sa femme le quitte. Même pendant un discours du mariage, il lui fait un chantage limite même. Il lui dit devant tout le monde, si tu me quittes, je me tue, ou je ne sais plus ce que c'est précisément, mais en tout cas, il lui dit clairement devant témoin, ne me quitte pas. C'est une sorte de prise d'otage. J'ai Non, mais senti. là, je dois te dire, c'est votre interprétation de Jules, Ah, hein, parce que moi, non, je pense pas que c'est vous pensez que c'est un chantage. Mais non, en fait, il lui dit, pour toi, si tu me le demandais, je me jetterais dans la Seine. C'est aussi son humour, hein, c'est son ironie et sa façon de tout tourner en dérision, tout autant que sa façon, effectivement, de mettre des paillettes dans la vie et puis de romancer son couple et de le rendre à la fois romanesque, fou et drôle. Et vous, vous pensez qu'il fait un chantage affectif parce que vous projetez, vous projetez quelque chose qui appartient à votre enfance. Là, je fais mon docteur Bansard. merci, docteur Abécassis. Non, alors j'ai pas senti, j'ai utilisé des mots forts hein, volontairement, mais je pense que Alice, à sa place, aurait peut-être senti ça, aurait peut-être se serait sentie peut-être prisonnière, entre guillemets, devant la détresse de son mari. C'est ça que je voulais dire, peut-être. À certains moments, oui, parce qu'à certains moments, il la retient. Et il la retient et on sent que vraiment elle va partir et puis il y a quelque chose où effectivement c'est comme si il lui laissait pas le choix mais au fond il lui laisse le choix mais en tout cas il manifeste fortement son envie d'être avec elle. Et c'est beau Ouais. aussi, c'est totalement romantique de retenir aussi une personne, hein, bien sûr, hein, par amour, évidemment. Mais voilà, j'avais senti peut-être cette différence avec Jules. Dans tous les cas, si personne d'autre n'a de questions, on va se quitter avec grand plaisir parce que vraiment, lisez ce roman qui ne ressemble à aucun autre, ça c'est évident, mais c'est surtout que vous avez réussi quelque chose qui est plutôt rare, avec des mots simples, avec des phrases extrêmement courtes, rythmées, à définir 60 ans d'une vie d'un couple avec des émotions, avec de la poigne, avec des sentiments, avec un romantisme qu'on voit de moins en moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci pour ce roman, Eliette Abécassis, parce que Merci. véritablement, vous touchez juste. Bah, merci à vous de donner envie de le lire. Merci infiniment. C'est vraiment précieux et extrêmement touchant. Merci à vous, Eliette. Merci à tout le monde, et on se retrouve d'ici quinzaine de jours. Au revoir tout le monde, merci Eliette, merci infiniment. Au revoir à tous. Oui, mettez des cœurs.